Salut à tous. Aujourd'hui, on va analyser une petite vidéo, une petite interview de Dominique de Villepin du coup sur France 5 dans C'est l'hebdo de hier soir. Et, euh, on va analyser un peu son discours. Il parle notamment de la nomination de Bayrou, de la politique étrangère, etc. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Il y a pas mal de choses à dire de ce personnage politique un peu à part. On a très envie de vous entendre sur la situation politique en France, sur la nomination de François Bayrou à Matignon. Il va avoir pour mission de former une coalition sans le RN ni la France insoumise. Est-ce que pour vous, c'est l'esquisse d'un début de sortie de crise? On veut le croire. Cela fait maintenant plusieurs mois que nous vivons une longue journée des dupes. On peut espérer en sortir. Il y a, à mon sens, trois éléments dans la nouvelle équation politique qui nous est offerte. Le premier élément, c'est un changement dans l'équation personnelle au sein de l'exécutif. Entre le président de la République et le Premier ministre, nous changeons de système. Je le dis d'autant plus facilement que j'ai été le dernier Premier ministre non collaborateur en 2007. À partir de là, c'est les premiers ministres collaborateurs des présidents de la République qui... Ouais, en gros, ce qu'il explique là, c'est les premiers ministres avant, donc 2007, Sarkozy, etc. Il y a eu un vrai tournant à ce moment-là dans la manière dont le président a abordé la question du Premier ministre. Et c'est d'autant plus flagrant aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Mais à l'époque de Dominique de Villepin et avant, donc, les premiers ministres avaient beaucoup plus de pouvoir et beaucoup plus de manœuvres décisionnaires dans les choix politiques du gouvernement, dans la proposition des lois, etc., dans la politique étrangère, notamment avec lui. Et il pouvait être en désaccord plus facilement avec le président. Et aujourd'hui, il y a vraiment une domination du président sur le pouvoir du Premier ministre qui est censé être pas forcément une forme de contre-pouvoir, mais une forme de béquille euh, pour équilibrer un peu le jeu politique central autour du président. Ce qu'on n'a plus aujourd'hui, on le voit carrément en ce moment, quoi. Et là, en fait, on est à des premiers ministres qui sont juste là pour appliquer ce que dit le président et même pas y réfléchir, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une sacrée différence en termes d'approche politique de la fonction, en tout cas. ont été successivement nommés. Et c'est particulièrement vrai depuis l'ère Macron, si je puis dire. Avec une latitude de pouvoir restreinte. Alors, moins que ça encore, c'est-à-dire totalement dépendant du président de la République, nommé pour faire la politique du président de la République et n'ayant en fait pas voix au chapitre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un changement dans l'équation politique partisane. Donc c'est au sens le plus large. François Bayrou est cofondateur et co-héritier du macronisme. Et donc, à ce titre, il peut s'en dégager. Et si on veut essayer de comprendre ce qui s'est passé hier matin, c'est bien une tragicomédie liée à la querelle de l'héritage. Vous parlez de ce tête-à-tête qui a duré près de 2 heures Oui, entre Emmanuel Macron et François Bayrou. Tête-à-tête et ces interférences d'un François Bayrou appelé en espérant devenir Premier ministre et subitement se retrouvant devant un président qui lui propose de devenir numéro 2 ou numéro 3 d'un gouvernement sous un autre Premier ministre. Et ça, je trouve ça intéressant qu'il utilise le terme de tragicomédie parce que c'est vraiment ça. Genre Bayrou, ça fait depuis 2017, ça va bientôt faire 10 ans, quoi, qu'il soutient Macron, qui s'est mis en retrait de la vie politique qu'il avait avant, où il était bien plus en avant, où il s'est présenté aux élections, etc. Il a laissé sa place à Macron en espérant avoir la place de Premier ministre. Ça, c'est ce qui paraît le plus logique. Et au final, il l'a jamais eu jusqu'ici. Et donc je pense que là, il y a pas mal de commentateurs politiques qui expliquent que ce qui a dû se passer entre Bayrou et Macron, c'est que Macron, justement, comme dit De Villepin, il a dû lui proposer un poste de second du gouvernement, c'est-à-dire soit ministre de l'économie, ministre de l'intérieur, des choses comme ça. Sauf que Bayrou, il a dû le menacer en disant ben, moi, si tu me mets pas Premier ministre, je retire mes 30 parlementaires de ton groupe à l'Assemblée, quoi.
et donc fragiliser encore plus le bloc présidentiel. Sachant que c'est un signe en fait que Bayrou soit nommé, parce que c'est vraiment le dernier macroniste, quoi, le premier et le dernier macroniste. Euh, et pas par conviction, parce qu'ils sont pas forcément d'accord sur tout, mais par alliance électorale. Et nommer Bayrou, c'est vraiment un signe de la fin de l'ère de Macron, parce que en fait, il a plus vraiment d'autres cartes à jouer après ça, quoi. C'est vraiment la der des der, quoi. Là, c'est un changement fondamental. Parce que jusqu'à maintenant, Emmanuel Macron a voulu occuper tout l'espace, à la fois sur le plan de la stratégie politique, mais aussi sur le plan de sa personne jupitérienne. On sort de cette période-là, parce que François Bayrou, qui est co-vainqueur, si je puis dire, de la campagne de 2017 et qui a accompagné Emmanuel Macron jusque-là, est très bien placé pour pouvoir s'en distancier. À partir du moment où il a cofondé, il peut nourrir un nouvel héritage. Il est en quelque sorte un héritier qui peut être à son tour un recours. Il peut tuer le père, c'est ce que vous dites. Et le père, c'est Emmanuel Macron. Il est dans la position, et les positions qu'il a prises jusqu'à maintenant, successives, ont montré qu'il n'était pas tout à fait sur la ligne d'Emmanuel Macron. Donc il peut s'en émanciper. Et on arrive à la troisième équation, qui n'est pas nulle, on en parle rarement en on sur les plateaux de télévision, c'est le fait qu'Emmanuel Macron va se retrouver devant une personnalité qui subitement risque d'être rapidement plus grande que lui. Pourquoi François Bayrou renouvelle l'équation présidentielle. François Bayrou, c'est l'héritier d'Henri IV. Bon. À ce titre, il a rêvé toute sa vie de réconcilier les Français. Quand vous rêvez de réconcilier les Français, à 2 ans et un peu plus d'une élection présidentielle, vous ne pouvez pas ne pas caresser l'idée d'être un jour un candidat présidentiel. C'est pour ça que... Mais là, son analyse, elle est très intéressante à Dominique de Villepin, parce que pour lui, c'est pas juste justement le dernier des macronistes, c'est peut-être justement c'est la seule personne positionnée actuellement dans le macronisme qui pourrait vraiment incarner un truc après derrière, s'il arrive à tenir avec son gouvernement. Mais il y a très peu de chances que ça se fasse. Et moi, je pense que quand même un Gabriel Attal peut-être serait plus en meilleure position pour incarner son idée à lui, en tout cas, d'un renouveau du macronisme. Je pense que c'est compliqué de renouveler le macronisme politiquement, mais si une personne devait le faire dans ce camp politique, ça serait, à mon avis, plus facile pour un Gabriel Attal qui est quand même positionné d'une manière pas si défavorable, parce qu'il est quand même il dirige quand même il est quand même président du groupe Ensemble à l'Assemblée. Donc je trouve son analyse intéressante sur le fait que Bayrou peut apporter un truc différent dans comment changer le macronisme et l'idée de comment le faire évoluer, dans quelle direction, etc. Il peut amener sa vision pour qu'il y ait un débat au sein du macronisme, mais je pense pas que ça sera la personnalité, en tout cas, de ce camp politique qui va faire émerger une nouvelle façon de faire de la politique et des stratégies politiques, etc. C'est quand même un vieux de la politique. De toute façon, tous ces gens-là, c'est la vieille manière de faire de la politique, quoi. Et je pense pas qu'il va renouveler quoi que ce soit. Donc je trouve ça une analyse intéressante, mais je la trouve assez limitée quand même. François Bayrou va devoir régler une équation politique très complexe, avec bien sûr les autres partis politiques. Mais vous le verrez très vite, d'abord avec les siens au sein du bloc central. Parce que Édouard Philippe, M. Attal, M. Wauquiez, ils ne sont pas complètement stupides. Ils vont très vite comprendre qu'il y a là quelqu'un qui, dès lors qu'il est capable de renouveler le macronisme et en quelque sorte de le sauver, eh bien, est le mieux placé. Donc ils vont tout faire pour l'en empêcher. Nous allons le voir, c'est la partie qui reste à écrire. Ce que je dis... Là où c'est intéressant, c'est que, en fait, si tu regardes bien, la manière dont est construit politiquement le parti d'Emmanuel Macron, alors déjà, sans parler du fait que, en termes de structure hiérarchique, il n'y a rien de plus pyramidal, à part peut-être le RN avec Le Pen. C'est Emmanuel Macron et ensuite les autres, c'est des sous-traitants, en gros.
Mais au-delà de ça, c'est que les guéguerres de clans internes entre différents cadres du parti, ça rappelle énormément la manière de fonctionner du PS. Et en fait, Emmanuel Macron, c'est pas pour rien. Enfin, il vient du PS, il a calqué la manière de fonctionner du PS, c'est-à-dire un homme fort qui sort du lot, qui va faire, qui va réussir à gagner une guéguerre interne d'idées ou de stratégie politique avec les autres cadres, avec les autres barons du parti, et qui va imposer une direction et une ligne politique. Ce qu'a fait Hollande en évinçant du coup Mélenchon à l'époque du Parti Socialiste, des choses comme ça, quoi. Ou les histoires avec Dominique Strauss-Kahn, des trucs comme ça. C'est vraiment les magouilles du PS, même LR, ça a toujours été un peu ça, quoi. Ils font les primaires, c'est pas pour rien. Et en gros, là, c'est Emmanuel Macron, il n'y aurait pas de primaire, je pense, après lui. Peut-être qu'il y en aurait une, faut voir. Mais en tout cas, il y a quand même une guéguerre interne de la même manière qu'il y a dans le PS ou qu'il y a chez les Républicains. Et donc, pour moi, ça va être comme ces deux autres partis, en fait. Pour moi, le macronisme, il est mort. Et après Macron, il y aura plus de sens à ce que ce parti existe. Donc les rats vont quitter le navire, ils vont aller dans les autres partis. Ou bien ils vont rester dans un parti qui va être minoritaire, pareil que le PS ou les Républicains. Ils vont faire 5-10% à des élections. Et ils vont faire échouer, je sais pas moi, des personnalités de gauche, etc. exprès. Ça va devenir un outil, ça va devenir un PS bis, quoi, le parti de Macron. Après, peut-être que je me trompe, mais ça me paraît le plus logique. Et je pense que la guéguerre interne qu'il va y avoir, peut-être que pour la prochaine présidentielle, ça va avoir un effet où il y a une personnalité qui va sortir du camp macroniste qui va faire que, je sais pas moi, la personne va faire 10-15%. Je pense pas que la personne arrivera au second tour. Et je pense que ça va pas durer sur le long terme. C'est pas une vision politique sur le long terme. Personne ne pourra se réclamer du macronisme comme certains, comme De Villepin, se réclament du gaullisme. Ou certains du mitterrandisme. Il n'y avait pas de vision à long terme avec l'élection d'Emmanuel Macron. Toutes ces politiques sont sur du court terme et sa boussole politique n'est pas basée sur des convictions et sur une idéologie politique. Donc transmettre ce patrimoine politique, il devient très compliqué et je pense que ça ne va pas aller très loin, quoi. C'est que l'équation présidentielle fait aujourd'hui irruption dans l'agenda national. Et ça veut dire que le calendrier devient très important. Le calendrier, c'est quoi? C'est traditionnellement le maître du temps, le maître des horloges. Il nous l'a suffisamment rappelé pour qu'on s'en souvienne, c'est Emmanuel Macron. Aujourd'hui, les horloges, elles sont partagées. Elles sont partagées entre l'exécutif et le législatif. Le Parlement, on l'a vu avec la motion de censure, détient une partie de la maîtrise des horloges. Mais désormais, François Bayrou détient à parité, et peut-être même un peu plus, une part de cette maîtrise du temps, puisque lui, à tout moment, il peut dire au président de la République, vous ne m'autorisez pas à proposer ceci, vous n'acceptez pas que je modifie la réforme des retraites, très bien, et bien voilà ma démission, monsieur le président. Et nous connaîtrons alors, en le sachant ou sans le savoir, exactement la même palinodie que nous avons rencontrée hier matin, c'est-à-dire un bras de fer avec un entourage présidentiel qui ne voulait à aucun prix de François Bayrou, parce qu'eux, ils ont très très bien compris qu'à partir d'aujourd'hui, le pouvoir se déplace de l'Élysée vers Matignon. Alors justement, Ça, elle est intéressante comme formulation. Le pouvoir se déplace de l'Élysée vers Matignon. Et c'est intéressant parce qu'on n'y avait pas tant cette sensation avec Michel Barnier, alors que pourtant, c'est quelqu'un qui est d'un autre parti comme François Bayrou, mais quand même sur des lignes politiques plus différentes que celles du MoDem. Là, c'est que dans le même camp politique, parce que LR, même si on peut les rattacher beaucoup aux macronistes, ça reste quand même un camp politique un peu différent. Et au sein du camp présidentiel, le MoDem et En Marche, enfin ensemble, ils ont des lignes politiques quasiment identiques. Et donc d'avoir le président de ce parti qui est en appui du camp présidentiel
prendre la place de Premier ministre, ça déplace, ça fait en quelque sorte séparer le pouvoir présidentiel pour la première fois sous Macron vers un Premier ministre, puisque sans lui, il peut plus. Si François Bayrou quitte le navire, il devient beaucoup plus affaibli tout d'un coup qu'il ne l'aurait été si un Jean Castex avait démissionné, quoi. Donc François Bayrou, du coup, oui, détient une certaine forme de pouvoir en ce moment, et Emmanuel Macron ne peut pas faire sans lui là, actuellement. Et s'il est censuré, est-ce que François Bayrou resterait avec Emmanuel Macron? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, oui, l'agenda politique dont parle Dominique de Villepin, il devient super important parce que il y a toute une logique partisane derrière des partis, où notamment le PS, il va en parler, qui a un congrès. Et donc, c'est possible que Olivier Faure, d'ici juin prochain, pour peut-être une nouvelle élection législative, peut-être qu'Olivier Faure ne sera plus président du Parti Socialiste. Ça changerait beaucoup la donne, peut-être, dans l'équation. Et puis, il y a le procès du RN. François Bayrou est toujours sous la menace d'un procès pour les assistants parlementaires. Il y a vraiment des questions dans l'équation d'ici juin prochain, pendant 6 mois qui viennent. Là, il y a beaucoup de questions qui se posent et qui peuvent vraiment changer les choix politiques des différents partis, des différentes personnalités politiques. François Bayrou s'est exprimé hier, on peut l'écouter. Le soir où François Mitterrand a été élu président de la République, le 10 mai 81, il y avait de la tristesse dans l'autre camp auquel je pense. Mais ce soir où il a été élu, son premier... Et ça, c'est intéressant, ce qu'il dit. Il dit qu'il y a eu de la tristesse dans l'autre camp auquel je pense. Ça veut dire que là, il avoue qu'il n'est pas un homme de gauche. Parce qu'on a vu dans l'autre vidéo, la dernière vidéo, que les journalistes essayaient de le repeindre en homme de gauche, François Bayrou. Mais là, il dit l'autre camp auquel je pense, en parlant de Mitterrand. Donc c'est la gauche. Donc il est contre la gauche. Il parle de camp, donc c'est un camp politique. Et c'est des termes qui sont précis quand même. Premier mot, quand on lui a apporté les résultats, a été « enfin, les ennuis commencent ». Alors justement, ce qui est très intéressant, vous avez souligné à quel point on est peut-être en train de basculer dans l'exercice de l'article 20 de la Constitution, c'est-à-dire que c'est peut-être enfin le gouvernement qui va conduire et déterminer et conduire la politique de la nation. Mais vous avez parlé du renouvellement du macronisme. Est-ce que vous pensez qu'il faut renouveler le macronisme ou qu'il faut ouvrir une nouvelle voie, et dans ces cas-là, laquelle? Alors, je pense que le macronisme est épuisé. On le voit depuis maintenant plusieurs années. Il est épuisé, et la tentative d'Emmanuel Macron, répétée, pour continuer à se placer au centre du jeu politique, y compris en inventant une nouvelle méthode, montre qu'il n'a jamais renoncé à incarner ce macronisme, un macronisme intrusif qui domine le jeu politique. Alors, il est épuisé à la fois sur le plan des principes. D'abord parce que le macronisme n'a jamais eu de principe. Et c'est en ça que le macronisme est un opportunisme et ne sera jamais un gaullisme. Il n'y a pas... Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas de socle politique au macronisme. Si on demande à n'importe qui dans la rue de définir ce que c'est le macronisme, je ne pense pas qu'il y a grand monde qui ait la même réponse, ou même qui sache vraiment ce qu'on peut dire vraiment pour définir le macronisme. Si on demande à quelqu'un, c'est peut-être de moins en moins, mais si on demande à quelqu'un de définir le gaullisme, il y a quand même des choses assez concrètes qu'on peut appliquer. Si on demande à quelqu'un d'expliquer une position marxiste, une position mitterrandiste, ça on peut définir. Mais le macronisme, c'est... je crois que c'était dans un reportage où j'avais entendu quelqu'un qui expliquait que Macron disait que il avait gardé une anecdote, enfin pas une anecdote, mais un conseil de Nicolas Sarkozy qui lui disait en politique, pour pas se faire avoir, il faut toujours être en mouvement. Et Macron, c'est vraiment la parfaite définition de ça, où il n'y a pas de socle politique. Il n'y a pas une idéologie. Et c'est, comme dit De Villepin, de l'opportunisme. C'est-à-dire, il y a une question... ça, c'est une question qui...
par exemple, l'immigration. C'est pas par conviction qu'ils vont défendre une ligne dure sur l'immigration. C'est parce que ils se disent que dans la société, l'idée d'une immigration dure, enfin une condition d'immigration dure en France, c'est quelque chose qui a été intégré dans l'opinion publique, qui a été ingéré déjà, digéré. Et donc, une politique peut être menée là-dessus. Et ils ne vont pas se dire, on va faire une politique dans ce sens-là, parce qu'on pense que c'est bien pour le pays, ou parce qu'on pense que c'est bien éthiquement, ou que c'est bien philosophiquement, ou je ne sais quoi. Il n'y a pas ces conditions-là qui rentrent en jeu, c'est uniquement qu'est-ce qui va nous aider à avoir des électeurs pour les prochaines élections. Sauf qu'au bout d'un moment, à faire ça, tu es juste une girouette et tu peux pas avoir une base solide sur le long terme et donc construire un vrai programme politique avec une ambition. Principes qui fondent le macronisme. Et il change d'avis comme de chemise. Le en même temps est une façon d'être partout présent selon les segments télévisés et selon les différentes franges de l'électorat. Il n'y a pas de principe et par ailleurs, il n'y a pas de ligne politique. C'est-à-dire Voilà. que le macronisme, par exemple, a été l'ambition de renouvellement français technologique, la Startup Nation, l'ambition de modernisation. Mais il ne s'est jamais véritablement donné les moyens. Il a fait notamment l'impasse sur tout l'aspect budgétaire. Et il se réveille, même pas aujourd'hui, parce qu'il n'en parle pas, il se réveille dans une France très endettée, avec des déficits importants, qui n'en peut plus, mais... Et donc... Là, c'est très intéressant. On rentre vraiment dans le dur du sujet parce que là, il y a quelque chose qui ressort de la parole de Villepin. C'est justement, c'est pas pour rien, il est de droite, de Villepin. Mais sur la ligne, en tout cas économique, c'est quelqu'un de droite justement gaulliste, c'est-à-dire une certaine souveraineté économique, favorable au libéralisme, favorable à l'idée de marché, enfin l'économie de marché, favorable à un capitalisme justement d'exploitation des travailleurs. Ça le dérange pas. Et je pense que ça c'est assez clair, et parce que c'est aussi quelqu'un qui vient de la classe bourgeoise et qui connaît ses intérêts et qui les défend. Et là-dessus, au moins, ça on est clair, et c'est assez clair et net. Là où il est intéressant, et on va le voir, on va le découvrir un peu après, ceux qui le connaissent bien, ils le savent déjà, mais c'est quelqu'un qui est assez intéressant à écouter, en tout cas sur l'aspect diplomatique. Il a une vision de la diplomatie que, en tout cas, on entend de moins en moins en France, dans la classe politique. Mais en tout cas, sur la question gaullisme ou pas gaullisme pour Dominique de Villepin, je pense que, en tout cas, dans la manière d'approcher la diplomatie, c'est une forme de gaullisme qu'il a inculqué de par sa traversée, sa carrière politique. Au niveau économique, il a gardé la même... je pense que c'est la bonne définition d'un gaulliste, en fait, Dominique de Villepin. Sur la matière politique, économique, ça, c'est du gaullisme, sa manière de voir les choses. La manière diplomatique, c'est pareil. Et la manière sociale, c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a plutôt une vision de justice fiscale, à un certain degré. Hein. C'est là où ça sera jamais un mélanchoniste, quoi. Il n'est pas pour taxer énormément les riches pour redistribuer aux autres. Pour autant, il n'est pas pour qu'on taxe de plus en plus les gens précaires. Là où c'est une grosse différence peut-être sur l'aspect économique et social entre De Villepin et le macronisme. Pour autant, il est quand même pour justement faire une rigueur budgétaire dans le budget de l'État sur l'aspect des services publics. Donc il est quand même à double tranchant sur cette question-là. Et c'est là où ça ne sera jamais un homme de gauche, de Villepin, puisqu'il il se dit qu'il ne peut pas, c'est pas son rôle et c'est pas son envie, je pense, et je pense que c'est très conscient, de remettre en question justement cette économie de marché, ce libéralisme, la manière dont notre économie fonctionne actuellement.
Et pour lui, dans sa matrice, puisqu'il n'est pas forcément touché, puisque cette personne ne se rend peut-être pas compte de la réalité des choses, même s'il dit le contraire, il peut pas mettre... pour lui, ce n'est pas contradictoire que de vouloir une justice fiscale et une justice de conditions matérielles pour les personnes les plus précaires, etc., ou la grande majorité de la population française. C'est pas contradictoire de vouloir ça et en même temps de défendre le capitalisme. Alors que si on est assez cohérent à gauche, on comprend que là, il y a un truc qui coince, en fait. On peut pas défendre l'idée de marché, défendre une justice sociale. Puisque, intrinsèquement, le capitalisme crée des conditions matérielles, économiques, et même de conditions mentales, etc., qui favorisent l'inégalité et qui favorisent la pauvreté, etc., et la domination d'une partie de la population sur l'autre. Donc déjà, en fait, là, on a un énorme point de divergence. Maintenant, le gaullisme est intéressant sur l'aspect diplomatique. L'aspect diplomatique, c'est une vision qui n'est pas, en tout cas pas du tout contradictoire avec celle de la gauche actuelle, et même historique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un sur la question de Gaza, sur la question de l'Ukraine, sur la question de la Syrie en ce moment. On va l'entendre après, mais c'est quelqu'un qui est assez cohérent et qui est même assez proche des idées de gauche, en fait, sur ces questions-là. Donc il y a vraiment une ambiguïté et une ambivalence chez ce personnage politique qui fait de lui certainement un des derniers gaullistes en France. Et qui est en fait qui est ambigu dans le sens où pour la gauche, c'est un ennemi politique, un adversaire politique en tout cas, sur les questions économiques, etc. Là on aurait des énormes désaccords et des énormes discussions de fond. Pourtant, sur d'autres sujets, notamment sur la question sociale, sur la question internationale, sur les questions humanitaires, du droit, etc., c'est quelqu'un d'attaché justement à certaines valeurs que la droite a tenté de représenter à l'époque justement de Gaulle, etc. Et qu'elle ne représente actuellement plus du tout, puisque les LR, par exemple, Bruno Retailleau, un des plus important cadre chez les Républicains, qui était ministre de l'Intérieur juste avant, sous Barnier, remettant en question l'état de droit. Le gaullisme, justement, a fondé une nouvelle manière de faire l'état de droit en France, avec la Ve République. Donc un gaulliste, comme on l'entend, devrait faire comme De Villepin et défendre cet état de droit. Donc quelqu'un qui se dit gaulliste et qui ne défend pas l'état de droit, il y a une vraie incohérence. C'est toute cette addition que François Bayrou va devoir faire. Et François Bayrou peut, par petites touches, changer le logiciel macroniste, le faire évoluer, au point, avant que Emmanuel Macron ne s'en rende compte, de le convaincre qu'il doit évoluer jusqu'au moment où il le convaincra que le macronisme est mort et qu'il faut l'incarner autrement. Évoluer vers quoi quand vous voyez que l'idée d'Emmanuel Macron, c'est de sortir de l'arc républicain le RN et la France insoumise? Est-ce que vous vous dites que c'est la bonne méthode? Non, c'est ni la bonne méthode ni les bons principes. Et je crois qu'il est très important que nous puissions tous ensemble, toute la classe politique et les Français, clarifier ces concepts qui sont des outils de campagne électorale. Le Front républicain, la défense républicaine, la concentration républicaine, c'est des outils de combat politique et électoraux. Le président de la République, il faut le lui rappeler quand même, parce qu'il oublie parfois des éléments élémentaires. Il est président de tous les Français. Il n'a pas, lui, à distinguer selon les bons et les mauvais Français. Et la façon dont il a conduit les négociations pour choisir ce nouveau Premier ministre montre bien qu'il n'a rien appris. Il continue à choisir sur l'échiquier politique ceux qui lui vont et à écarter ceux qui ne lui vont pas. Président de la République, Dominique de Villepin, vous feriez quoi? Parce que cette coalition, on a du mal à l'imaginer encore. D'abord, la situation actuelle, et je pense que c'est un des constats que va faire François Bayrou très vite, ne laisse pas beaucoup d'autres choix au Premier ministre qu'un accord de non-censure. Donc c'est dans les trois choix qu'avait présenté le président de la République, l'accord de coalition, l'accord de programme et l'accord de non-censure, il ne reste que ça. Donc c'est vraiment la politique réduite aux acquets. Parce que pour l'instant, on en est à un deal, pas de 49.3, pas de censure, pas de dissolution. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chacun
le président, le Parlement et le gouvernement, chacun renonce à ses prérogatives centrales, institutionnelles. C'est en quelque sorte un reniement, on se dépouille, on arrive, et là encore, marché de dupes, parce qu'il est bien évident que chacun d'entre eux peut à tout moment y recourir, au moment qu'il aura choisi, tout en ayant... Oui, en fait, là, on est dans une situation où il y a une espèce de discussion entre le camp macroniste avec Emmanuel Macron qui essaie de vouloir discuter avec le Parti socialiste pour avoir une coalition assez large qui va des socialistes jusqu'aux républicains pour avoir un gouvernement qui ne peut pas être censuré. Si les socialistes rejoignent le camp macroniste, alors déjà, ça sera une énième trahison, mais ça, on est habitué. Mais surtout, Macron pourra enfin avoir un gouvernement assez stable pour pouvoir gouverner avec François Bayrou. Et donc, il y a des négociations qui sont en train de se faire entre les socialistes qui disent « Ok, vous présentez un gouvernement, vous nous proposez un budget, vous nous promettez de ne pas passer par 49.3 pour adopter ce budget, nous, on vous propose en échange de ne pas censurer le gouvernement dès son arrivée à l'Assemblée nationale pendant le discours de politique générale. » Et son analyse, elle est super intéressante à Dominique de Villepin, parce qu'il explique que déjà de 1, en fait, c'est déjà un gros problème démocratique qu'une opposition à l'Assemblée nationale négocie de cette manière en se rétractant un droit qui est quand même fondamental en démocratie, qui est tout simplement que l'Assemblée puisse renverser le gouvernement. C'est un des outils démocratiques les plus importants dans notre démocratie actuelle. Parce que les députés sont censés représenter le peuple, donc d'avoir le dernier mot. C'est comme le principe de se dire on n'ira pas destituer le président. C'est se couper d'un outil démocratique, d'un outil politique déterminant quand on est dans l'opposition, en tout cas. Donc ça ferait du Parti socialiste un parti qui n'est plus dans l'opposition. Et même si on n'est pas d'accord avec les macronistes, c'est aussi très grave d'un point de vue politique qu'un gouvernement dise on se retire, même si on n'est pas d'accord avec cette idée, on se retire un outil démocratique qui est 49.3. Il y a un vrai problème politique de concevoir justement des coalitions sur des échanges de principes qui vont à l'encontre même du jeu démocratique de notre institution qui est l'Assemblée. Et là, il y a un vrai problème, à mon avis. Il y a un vrai problème qu'un parti se dise on sera plus dans l'opposition. Que le parti qui gouverne se dise on n'utilisera pas un outil qui est pour faire avancer pour faire avancer une loi dans notre agenda politique. Je veux dire, si LFI est au pouvoir, et peut-être qu'ils utiliseraient un 49.3 et ça serait aussi leur droit pour faire passer d'autres choses. Et c'est un outil actuel dans notre loi. Il y a un vrai problème, en tout cas, que des partis et des oppositions se mettent en retrait sur des questions aussi importantes, quoi. Ayant pris l'engagement de ne pas le faire. Mais si le pays est bloqué, Emmanuel Macron, à partir du mois de juin, pourquoi renoncerait-il à clarifier le jeu politique et à dissoudre? Mais le pays est-il condamné à être bloqué? Vous feriez quoi? Vous gouverneriez avec qui? Eh bien, c'est là où il faut se donner de nouvelles marges de manœuvre. Et c'est, à mon sens, ce que va essayer de faire François Bayrou à partir d'une modification du logiciel macroniste. En d'autres termes, agir en responsabilité, rigueur et sérieux en matière comptable. Agir avec une toute petite vision du moyen-long terme sur le plan de la politique économique, et ça veut dire donc intégrer cette exigence technologique qui est le seul moyen de gagner de la croissance et de développer le pays. Troisièmement, là, c'est là où on voit la vraie différence entre De Villepin et peut-être le reste de la gauche même, enfin oui, le reste de la gauche en tout cas LFiste, c'est qu'il a une politique économique qui est justement pour une croissance toujours plus grande, une production toujours plus importante. Il a une politique économique de droite, et vraiment de droite, traditionnellement de droite. Et donc on ne peut pas être en accord sur cette question-là. Et c'est pour ça que je dis que De Villepin, c'est peut-être un gaulliste pur et dur, mais ça ne sera jamais un homme de gauche, jamais d'avis.
parce qu'il ne changera jamais sur ce sujet-là, ça fait partie de son ADN politique, ça fait partie de son idéologie. Et puisque c'est justement quelqu'un qui est attaché à une forme d'idéologie comme on les faisait avant ou qu'on les fait encore, il sera toujours attaché à cette manière de fonctionner, de voir la politique économique sur le court et long terme. C'est le point de départ de tout, c'est l'exigence sociale. La justice sociale, c'est le péché fondateur du macronisme. Quand le macronisme a commencé en rognant les APL, on avait compris, c'était perdu. Il ne fallait pas beaucoup d'imagination pour comprendre que Emmanuel Macron considérait que la justice sociale ne venait pas au début, mais venait à la fin, à travers une théorie qui est la théorie du ruissellement, fondée sur une politique de l'offre tous azimuts, qui malheureusement n'a pas donné les résultats escomptés. Là, vous me donnez un programme, mais vous ne me donnez pas la méthode. Et la méthode, justement. Oui, la méthode. Gouverner avec qui? Vous formeriez quelle coalition? Mais vous ne pouvez pas. Mais c'est intéressant, la journaliste lui dit, là vous me donnez un programme, mais donnez-moi une méthode. Alors d'accord, mais pour avoir une méthode, il faut d'abord s'appuyer sur un programme. C'est là où Emmanuel Macron, il peut pas gouverner dans ces conditions. Il n'a pas de programme politique, il n'a pas de boussole. Et donc il peut pas avoir de méthode qui fonctionne. Pas aujourd'hui séparé. Et c'est quand même intéressant de voir à quel point direct la journaliste a dit mais on s'en fout du programme, parlez-moi de ce que vous voulez faire comme petite magouille politicienne pour gouverner si vous étiez Bayrou. C'est marrant comme elle se focalise là-dessus. Le fond de la forme. Et donc il faut essayer de rassembler l'équation politique la plus large. Elle ne sera pas très large, mais en tout cas éviter l'effondrement, éviter qu'il ne soit renversé en partant du programme le plus élémentaire. C'est quoi le noyau du programme aujourd'hui? C'est un budget. Vous savez, c'est le point de départ. Moi, je serais François Bayrou. Je proposerais aux Français d'abord que les partis politiques, au moins, donnent un budget à la France. La loi spéciale ne nous donne pas un budget satisfaisant. Elle permet la continuité. Elle permet tous les mois de voter le budget de l'an dernier. Donc il faut donner un budget aux Français. Satisfaire à une exigence sociale, il y a un geste à faire. Satisfaire à l'exigence budgétaire, il y a un effort de sérieux. Ouais, déjà, il dit en matière de justice sociale, il faut faire un geste. Lui, justement, sa manière de parler, de fonctionner, de sa vision, il fait partie de la classe bourgeoise, il le sait, et il est en mode, il faut donner un geste au peuple, sinon on va se faire couper la tête, quoi. C'est un peu ça, et c'est un peu sa vision politique. Et c'est là où c'est intéressant, et en même temps, c'est à ses limites, quoi, comme discussion. Et comme vision politique. C'est que non, là, il faut pas faire un geste, il faut changer la politique et il faut changer la boussole des personnes qui dirigent. Il faut changer de personnel politique et d'idéologie aussi. Michel Barnier avait mis la barre haute, 60 milliards, donc 40 milliards de réduction d'impôts. C'était trop? Je pense qu'il s'était mis dans l'idée, lui déjà, de se positionner en sauveur possible. Donc il avait mis la barre haut, alors que les marchés se seraient satisfaits. Les marchés, ils veulent de la continuité, de la stabilité. Ils ne veulent pas forcément un champion de 100 hauteur. Mais comment vous... Voilà. Lui, il parle des... Voilà, il faut, dans sa vision de pourquoi il a nommé un Premier ministre, Emmanuel Macron, qui était Michel Barnier, pourquoi il nomme François Bayrou, lui, qu'est-ce qu'il ferait à leur place. Toujours cette logique de... Les marchés, ils sont rassurés, en fait. Parce que les marchés, ils veulent de la stabilité, ils veulent une continuité de politique économique, etc. Pour pouvoir investir, pour pouvoir être sûr d'avoir si tu investis dans tel domaine ou dans telle action ou dans telle entreprise, eh ben, tu auras tel retour sur investissement parce que telle politique économique dans tel pays est instaurée pour favoriser tes intérêts, en fait. Sauf que genre, c'est révélateur. Si tu parles de ça, c'est que t'en as un peu rien à foutre que les gens, que tout le monde mange en France ou que les gens ils dorment à la rue, quoi. Parce que nous on veut pas un Premier ministre pour qu'il satisfasse les marchés, quoi. Les gens ils ont d'autres préoccupations quand même, un peu. Vous qualifiez cette période qu'on est en train de vivre. Quel mot vous mettez sur ça? Est-ce que c'est une crise de régime? Nous nous approchons de la crise de régime parce que derrière tout ce que nous disons et derrière j'allais dire, ce gouvernement qui est presque celui de la dernière chance pour Emmanuel Macron, de François Bayrou. C'est le gouvernement de la dernière chance? Nous n'en sommes pas loin. Là aussi, l'horloge fait tic-tac. C'est-à-dire que, après avoir été désavoué déjà 3 fois par les Français,
aux européennes, aux législatives, avec la censure de Michel Barnier, s'il y a un quatrième désaveu, très honnêtement, la partie devient quasiment impossible pour Emmanuel Macron. Les dégâts de sa politique, les dégâts de sa conduite, c'est-à-dire les dégâts causés par sa personne à la France et d'une manière générale aux Français, font qu'il aura énormément de mal à assumer un tant soit peu sa Ça charge. veut dire quoi alors? Ça veut dire qu'il devrait démissionner? Ça veut dire malheureusement que la question de sa démission sera posée. Elle se pose. Mais surtout, comme il l'a rappelé tout à l'heure, il y a une échéance, en tout cas politique, c'est juin prochain, où il y a un congrès du PS, où Emmanuel Macron pourra à nouveau dissoudre l'Assemblée. Est-ce qu'il va le faire? S'il le fait, est-ce qu'il va avoir plus de sièges à l'Assemblée? Je pense pas. Il n'y a rien de moins sûr. Et donc, si vous voudrez gouverner après, ça sera encore plus compliqué. Et donc, en fait, peut-être qu'il va réussir à tenir jusqu'en juin prochain, mais après, ça va être juste trop compliqué de gouverner sans donner les clés du camion à un autre camp, en fait, politique. Là, aujourd'hui, il veut garder Matignon sous son contrôle. Sauf qu'il n'y arrive plus, et comme dit De Villepin, là, c'est vraiment un signe. Vraiment, Bayrou, c'est un signe, quoi. S'il est Premier ministre, c'est quand même le premier des macronistes, quoi. C'est le premier à avoir dit je me mets en retrait pour Emmanuel Macron. Et là, s'il lui impose quelque chose pour être Premier ministre, alors que Emmanuel Macron a toujours fait en sorte que Bayrou reste dans l'ombre, c'est vraiment qu'il est dos au mur. Là, il est en train de se faire avoir par les autres partis. Il est en train de se faire mettre en échec et mat, quoi. Là, sur l'échiquier politique, Emmanuel Macron il est complètement isolé. Et il a perdu tous ses soutiens. Il est en train de perdre politiquement, en fait. Là, c'est le retour de flamme de sa politique. Et en fait, là, d'ici les 6 mois prochains, là, c'est peut-être les derniers 6 mois de Macron. En fait, s'il ne peut plus gouverner parce qu'il ne peut plus nommer quelqu'un, soit il y aura une cohabitation, et ça va être tout bloqué jusqu'en 2027, soit il devra partir. Mais il ne pourra plus gouverner comme il le fait actuellement. D'ores et déjà, et je pense que c'est une mauvaise idée de la poser aujourd'hui, mais je pense qu'on arrive à un moment où le coût pour la France et le coût pour les Français fait que le président de la République, on ne lui demande pas d'être gaulliste, il ne l'est pas à l'évidence, mais on lui demande à tout le moins d'avoir un peu de dignité et de respect de la fonction. Parce que là, c'est la fonction, c'est les Français et c'est la France qui plonge. J'adore comment De Villepin il pose le truc de nous les gaullistes, on est la droite respectable. Emmanuel Macron, c'est un petit parvenu, c'est pas la droite, quoi. Il n'a pas les valeurs de la droite, la vraie droite. Je trouve ça intéressant. Comment je pense qu'il se rend même pas compte, mais c'est un petit clash, quoi. Genre, il a même pas la dignité ou le respect que les gaullistes ont, donc c'est pas un gaulliste, quoi. Voyons bien les choses en face. Il y a un effet de sidération de ce que nous vivons depuis maintenant plusieurs mois pour les Français. Il y a un effet aussi d'humiliation et de colère profonde. Nous voyons notre pays s'effacer de la carte internationale. On a des changements majeurs qui se produisent en Europe, en Ukraine, au Moyen-Orient. Et oui, nous sommes peut-être en bonne forme pour organiser une photo en marge de Notre-Dame, mais nous ne comptons pas. C'est dire à quel point le président de la République, à un moment donné, va être obligé d'assumer ses pertes. Là, on arrive sur la partie où Dominique de Villepin est peut-être le plus à l'aise. C'est là où il parle de politique internationale, de politique étrangère. Et il a une vision de la politique étrangère où on met la diplomatie en avant, toujours dans chaque sujet. Peu importe les conditions dans lesquelles on doit négocier, mais on mettra toujours la diplomatie en avant d'aller intervenir militairement ou faire jouer des influences un peu plus obscures, quoi. Et donc, par exemple, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'il a toujours, par exemple sur le sujet de la Syrie, il a toujours promu une discussion avec le pouvoir syrien, avec Bachar el-Assad, parce que on ne peut pas arriver, même si on défait Bachar el-Assad par les armes, il faut discuter après de comment on fait. Qu'est-ce qu'on négocie avec qui, etc., qui prend les rênes. Et là, comme c'est anarchique, ça va être plus ou moins le bordel en Syrie. Et lui, il a une vision
Et là où on a encore une partie du gaullisme, c'est une vision de droite à l'ancienne, c'est la France doit pas forcément rayonner à l'international, mais être présente et être importante sur les sujets internationaux et jouer de ces crises politiques, humanitaires, etc. à l'international, aussi pour avancer les cartes et les pions de l'État français sur l'échiquier international. C'est une vision très à droite quand même. C'est-à-dire, on n'en est pas à justifier, je sais pas, du colonialisme ou quoi. C'est pas non plus d'extrême droite, c'est pas ça du tout. Mais en tout cas, il y a une vision l'interventionnisme, c'est pas la solution. Pas parce que il va justifier parce que oui, ça crée des morts, ça crée de la violence supplémentaire et on résout pas les conflits par la violence. Mais ça c'est un fait. Soit, ça on est d'accord là-dessus, que ça soit à gauche ou avec lui. Pour autant, lui, il va aussi le justifier par des logiques économiques. C'est-à-dire, par exemple, qu'il a écrit un article dans Le Monde diplomatique sur la guerre à Gaza, où il promeut la paix là-bas, avec une solution à soit deux États, soit un État binational. Donc, c'est littéralement la position de Rima Hassan, quoi. Et pour autant, il va te le justifier, certes par des raisons humanitaires, des raisons politiques, territoriales, etc., de fin de la colonisation israélienne. Oui, ok, mais en même temps, il va te le justifier par des raisons économiques. C'est-à-dire, les intérêts de la France dans la région sont diminués parce qu'il y a la guerre à tel endroit et donc les investisseurs sont frileux. En gros, c'est aussi ça qu'il a en tête à chaque fois qu'il parle de diplomatie. Et donc, c'est un discours qui est intéressant, surtout à analyser parce qu'on fait un peu les mêmes constats à gauche et dans son camp, les gaullistes, et pour autant, on n'a pas les mêmes causes, on n'a pas les mêmes raisons de prendre position sur tel ou tel sujet, pourtant on peut avoir les mêmes positions. Donc c'est intéressant quand même sa vision politique. Carrément, c'est que vous prédisez, si je comprends bien, une démission d'Emmanuel Macron à l'été prochain. Je dis que le calendrier fait que l'échéance de juin devient maintenant vitale pour le président de la République. Elle devient vitale pour plusieurs raisons, partisanes et politiques au sens noble du terme. Au mois de juin, le président récupère la possibilité d'une censure du gouvernement, donc il retrouve en quelque sorte toutes ses prérogatives. Qui dit prérogatives dit aussi les devoirs si le pays est bloqué. Donc si François Bayrou tombe dans cette période où n'est arrivé à rien, s'est enlisé, à un moment donné, il est comptable, le président, de cet échec. D'autant plus qu'il a fait semblant, là encore, d'être responsable de la nomination de François Bayrou, même si François Bayrou s'est en partie autonomé au terme d'un bras de fer. Donc, dans cette équation, il assume la responsabilité de ce que fera ou ne fera pas, mais surtout de ce que ne fera pas François Bayrou. Deuxième élément de la date de juin, c'est que c'est à cette période que va avoir lieu le congrès du Parti socialiste. Et donc, plus le congrès du Parti socialiste sera derrière les socialistes, plus la présidentielle s'imposera aux socialistes. Et donc, le caractère très oppressant du jeu des alliances va refaire surface et le Parti socialiste sera obligé de rejoindre l'alliance avec la France insoumise et donc de revenir, je ne dirais pas à la niche parce qu'il faut être respectueux, mais en tout cas dans le sillon d'une nécessité électorale. Mais vous, président de la République aujourd'hui, vous démissionnez. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas accepter, aux prochaines élections, il ne faut pas accepter le Parti socialiste avec LFI. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait une alliance entre les deux. Parce que là, le Parti socialiste est en train de se ridiculiser encore plus, ils sont en train de trahir, etc. Et si on se remet avec eux, LFI, il y aura un problème de cohérence, quoi. Et à un moment, ça va bloquer. Il va falloir lâcher le Parti socialiste. Hein. Franchement, je pense qu'ils font perdre plus qu'ils font gagner. Hein. Vous auriez déjà présenté votre démission. Je pense que comme gaulliste, ça fait beaucoup de fautes de la part du président. Il est quand même le président de la République de la Ve République qui n'a jamais été capable de tirer une leçon de ses erreurs. Et qui a toujours pensé, comme au poker, qu'on pouvait se refaire. Il est comme ces joueurs intoxiqués qui croient qu'il peut tout regagner et même un peu plus. Je crois que la vérité, c'est de constater quand même les dégâts de la politique qui a été menée. Dominique de Villepin, tout à l'heure, Aurélie vous demandait avec qui vous gouverneriez si vous étiez en responsabilité. Ça pose en creux la question de la place, de votre place sur l'échiquier politique. De qui vous sentez-vous le plus proche aujourd'hui? De la droite de Laurent Wauquiez, de celle d'Édouard Philippe, d'Emmanuel Macron, du centre
Où êtes-vous, Dominique de Villepin? Nulle part. Nulle part. Non, mais ce qui est intéressant, c'est un peu la question qu'on se pose dans cette vidéo, c'est est-ce qu'il est de gauche, de droite, avec qui il se sent le plus proche. Mais sa question, c'est intéressant parce qu'il parle des courants politiques dans sa famille politique. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt Wauquiez, est-ce que vous êtes plutôt Retailleau, tu vois? Non, enfin, peut-être pas Retailleau, mais en gros, c'est un peu la question. Et la question, pour moi, elle n'est pas là. C'est plutôt sur l'idéologie, en tout cas. Parce que là, il parle de ligne politique. Non, il parle, pour moi, là, de Villepin. La question serait comment dire, plus pertinente. La question la plus pertinente à lui poser, ça serait sur quelle idéologie politique vous vous positionnez et comment, par exemple, votre position sur le gaullisme évolue dans ce moment politique un peu particulier, etc. Mais lui demander, c'est pour ça il va dire nulle part, il n'est pas forcément attaché à un parti politique, il est attaché à une idéologie politique. Donc sa question n'est pas si pertinente que ça au journaliste. Mais c'est intéressant sa réponse. Et c'est ce qui fait ma chance pour le moment, en tout cas ma liberté. Est-ce que vous êtes un homme de droite encore? Non, je suis gaulliste. Vous savez, le gaullisme, 1944, vous le situez où sur l'échiquier politique? Est-ce que tout ça a encore un sens? Est-ce que défendre la justice sociale aujourd'hui sur un plateau, c'est être de gauche, puisqu'on fait le reproche au Parti socialiste d'avoir abandonné les travailleurs? Donc tout ça n'a pas beaucoup aujourd'hui de réalité. Moi, ce que je suis, alors là, et je vous renvoie à un livre formidable, qui est le livre qui vient d'être écrit sur le général de Gaulle, L'angoisse et la grandeur. Moi, et c'est ça, en fait, le gaullisme, il se présente, c'est un mouvement qui se présente politiquement comme au-dessus des partis politiques, au-dessus de cette distinction droite-gauche, et vraiment en idéologie politique qui puisse rassembler et essayer de convaincre tous les Français. Et c'est ce qu'a fait la force de Gaulle à l'époque, mais comme il le dit, est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui? Peut-être pas, et est-ce que lui... ce qui serait intéressant de discuter avec lui, c'est est-ce qu'il trouve une forme d'utilité à ce qu'il raconte et est-ce que c'est toujours pertinent dans l'actualité? Moi, je pense que c'est toujours pertinent parce que c'est pas forcément une vision, c'est pas la vision en tout cas la plus néfaste politiquement, peu importe où on se positionne politiquement. Mais aujourd'hui, elle a fait son temps, cette vision politique. Et elle est peut-être plus adaptée à la réalité politique et matérielle actuelle, mais en tout cas, elle est plus consistante en tout cas que par exemple le macronisme ou la position du Parti socialiste, des choses comme ça. Elle est plus pertinente pour moi à l'heure actuelle que le RN, quoi. Peu importe où on se positionne. J'appartiens à une génération qui est hantée par l'idée de la disparition de la France, de son effondrement. Et cette angoisse-là qui m'habite, elle me conduit toujours à penser qu'il faut tout donner à ce pays. Quand il parle d'effondrement de la France, il parle pas. C'est là où c'est intéressant, c'est c'est pas les mêmes raisons et c'est pas la même vision que quand certains à droite ou l'extrême droite parlent d'effondrement civilisationnel ou des choses comme ça. Là, c'est plutôt sur le plan vraiment étatique. C'est-à-dire la place de la France dans le monde, la place du personnel politique dans le débat français, etc. Pour lui, quand il parle d'effondrement, c'est plutôt un effondrement moral, mais dans le sens politique du terme. Et pas dans un truc sur l'immigration ou je ne sais quoi. Il n'est pas là-dessus, lui. Mais il est quand même un peu obsédé par l'idée d'une France un peu rêvée, un peu imaginaire, puisqu'il a toujours vécu dans un milieu bourgeois, cet homme. Et pas... lui, c'est pas l'idéal révolutionnaire ou je ne sais quoi, c'est pas aller au Mans, quoi. c'est vraiment un homme de droite classique. Pays sans calcul et sans jeu politicien. Donc moi, je ne me retrouve pas dans l'esprit partisan. Je n'ai jamais fait partie de cette vie-là. Vous avez été membre de l'UMP pendant des années, vous êtes inscrit dans le giron de plusieurs. Mais je n'ai jamais joué le jeu partisan. C'est ce qu'on m'a suffisamment reproché. Je pense qu'aujourd'hui, la France mène un combat pour sa survie.
Et les Français l'ont bien senti. Les Français aujourd'hui sont en voie d'affaissement. Ils le voient à travers leur pouvoir d'achat. Ils s'inquiètent pour leur sécurité. Ils s'inquiètent pour la place de la France dans le monde. Aujourd'hui, ce à quoi il faut répondre, c'est cette angoisse quotidienne des Français et en même temps cette humiliation nationale que nous subissons d'un pays qui disparaît de la carte. Sauf que le gaullisme, justement pour prendre à bras-le-corps c'est un paysage politique fracturé, il a besoin de juin 40 et de l'effondrement. Est-ce qu'on est en juin 40 ? Est-ce que la France est en train de s'effondrer ? Ce qui pourrait permettre à des gens qui ont justement le sens de la continuité de la France de surgir, ou est-ce qu'on va continuer à avoir les socialistes qui vont se dire on a notre congrès, des candidats potentiels à l'élection présidentielle qui sont pléthoriques? C'est ça le sujet. Même en juin 40, Natacha Polony, beaucoup de responsables politiques, je dirais même l'immense majorité, étaient toujours soucieux de leur prochain congrès. Et J'aime bien cette réponse. C'est que même, en fait, si tu rentres dans le jeu partisan, peut-être que lui, il faisait partie d'un parti, mais peut-être qu'il jouait pas tant le jeu partisan, mais il a quand même fait partie de ce système politique. Mais ce qui est intéressant, c'est que même dans les crises vraiment profondes d'un système, le personnel politique reste quand même attaché à des guerres internes, à des ambitions personnelles, etc. Et en fait, moi je trouve que de la manière dont on conçoit la politique, je sais pas comment on pourrait la concevoir différemment peut-être, mais ce que je sais, c'est que de la manière dont elle est faite actuellement et de la manière dont on la conçoit, on peut pas détacher et les idées et les personnes qui promeuvent ces idées. Voilà. Et en fait, c'est pas une question d'ego ou quoi, mais c'est une question aussi d'oration, de, 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 de comment on va convaincre, etc. Ça sera toujours important. Et voilà. c'est bien ça le drame français. À un moment donné, oui, il faut le... En fait, même dans les crises, ça change pas, ça. Ça, c'est illusoire. Parce que, par exemple, c'est ce qu'expliquait Nicolas Framont dans l'article de Frustration Magazine. Il expliquait très bien que le Parti Socialiste, en fait, même si certains à gauche espèrent qu'ils aient un sursaut et qu'ils soient enfin de gauche parce que la situation l'exige, ben, ils font fausse route parce que c'est pas la première fois et c'est pas la première fois que le Parti Socialiste s'en fiche de ça. Il y a une urgence sociale, une urgence écologique, etc. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont revenir sur leurs principes de libre-échange, etc. Le sursaut, ce sursaut, ça implique de mener un combat. Et moi, je ne me dérobe pas. Je crois qu'il y a un combat à mener. Et ce combat, je le mènerai. Avec aucun souci personnel, aucune ambition personnelle. Mais ce combat, quand je me bats pour que la politique étrangère de la France reste une politique de mesure, alors même qu'on m'accuse d'être un excessif, un extrémiste, je ne fais que préconiser la mesure du droit, la mesure d'une approche humanitaire, la mesure d'un équilibre diplomatique. Vous voyez bien à quel point... Mais c'est là où, en fait, y a plein de commentateurs qui disent qu'il n'est pas forcément devenu de gauche de Villepin. C'est juste que la classe politique de droite s'est extrémisée à droite. Mais lui, il est toujours la même position de droite, sauf que la classe politique a tellement droitisé son discours que lui, il apparaît de gauche sur ces questions-là, alors que c'est exactement le même discours que tenait De Gaulle sur la question de la Palestine. De Gaulle, à l'époque, était pour justement défendre plutôt la Palestine. Ça a été notamment un gros débat à l'époque. Mais ça posait beaucoup moins de soucis à quelqu'un de droite de dire « bah oui, je défends un peuple opprimé ». Aujourd'hui, c'est super compliqué parce que la classe politique s'est droitisée. Et même à gauche. Mais Mélenchon s'est droitisé par rapport à quand il a fondé le parti de gauche. Voilà, il y a certaines choses sur lesquelles il s'est aussi radicalisé, mais pas tant, quoi. Et la classe politique a quand même tendance à partir à droite. Et donc lui qui reste un peu accroché à son poteau, pendant que la houle passe, ben, lui, il reste un peu à la même position, sauf que du coup, on dit, on a l'impression d'être d'accord avec lui, mais c'est parce que tout le reste de son camp est parti en vrille, quoi. Les esprits sont tourneboulés. Et dans un pays qui ne sait plus où est le nord et où est le sud, c'est important de maintenir cette direction. Donc oui, participer à un combat avec qui
eh bien, à l'heure de l'épreuve, puisque nous nous en approchons, eh bien, il faut raconter les siens et voir ceux qui sont prêts à se battre et à se lever. Je pourrais aller au combat, je pourrais mener un combat, et avec qui? Ça veut dire que vous vous projetez dans quoi? Est-ce que vous pourriez carrément aller à la présidentielle, puisqu'on était tout à l'heure dans le scénario d'une présidentielle anticipée? Est-ce que vous vous préparez carrément à être candidat l'année prochaine? C'est encore trop tôt. Mais aujourd'hui, je mène le combat des idées. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Et avec qui, une fois de plus? Et est-ce qu'il faut le faire seul ou avec quelqu'un d'autre? Moi, j'ai toujours privilégié, et mon histoire en témoigne, le fait de servir quelqu'un. Je l'ai fait avec Jacques Chirac. Servir quelqu'un, je me suis engagé pour et avec Jacques Chirac. Quand Jacques Chirac est parti, je suis parti. Et je n'ai jamais voulu revenir. Aujourd'hui, c'est notre pays qui est en cause. Aujourd'hui, on ne peut pas être économe ni de son temps, ni de son énergie, ni de ses idées. Et donc, je mène le combat de ce que je crois être une boussole française, une exigence française. Nous verrons à l'heure nous verrons à l'heure des rendez-vous qui et comment. J'ai dit à quel point François Bayrou allait renouveler l'équation du bloc central, puisqu'il introduit en quelque sorte un bon coup de pied dans la fourmilière. Est-ce que François Bayrou va succomber aux sirènes de la vie partisane? Je le connais bien, François Bayrou, puisqu'en 1993-95, j'étais dans la même équation politique, et qu'en 95, c'est moi qui ai négocié son ralliement à Jacques Chirac. Il a fait, une fois de plus... Même plus tard, il était question que vous fassiez peut-être un ticket ensemble. Oui, ça, vous en savez plus que moi. Mais en tout cas... Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, il est quand même un peu dans le même camp historique que le MoDem. Et pourtant, aujourd'hui, on dirait qu'il y a des vraies divergences entre eux. Donc pourtant, il n'y en a pas tant, hein, ça c'est sûr. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il parlait de son ambition politique. Je pense que c'est un peu le même cas de figure que Mélenchon, quoi. C'est devenu, c'est des personnes qui ont 70, quoi, qui ont 70 ans à peu près. Donc ils ont leur carrière politique qui est derrière eux. Aujourd'hui, c'est plus des idéologues que des carriéristes. Mélenchon, c'est un cas un peu particulier puisqu'il veut peut-être se représenter encore en 2027, mais plutôt par des soucis d'efficacité à gauche, quoi, parce que c'est compliqué de mobiliser les gens. Mais De Villepin, lui, il a peut-être pas d'ambition, comme il dit, il a toujours été dans sa carrière plutôt au service d'autres personnes, plutôt en retrait, plutôt place de Premier ministre, etc. Et si quelqu'un l'appelait, je pense qu'il irait pas forcément, quoi. Je pense que si quelqu'un l'appelait dans un gouvernement, ce serait pas forcément sa tasse de café. Lui, il est plus à sa place, je pense. Et ça lui irait mieux, personnellement, de rester quelqu'un qui développe des idées politiques, etc., et qui permet d'avancer et de réfléchir sur des questions. Ce qui est certain, c'est qu'en 1995, alors qu'il devait apporter son soutien à Jacques Chirac pour le deuxième tour, il nous a fait lanterner pendant 2h30. François Bayrou restera François Bayrou, et ça va être, je le prédis, extrêmement difficile pour Emmanuel Macron dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et c'est vraiment un tempérament politique qui demande de la patience à plein temps. Et s'il vous appelle pour vous... S'il n'ose pas dire, c'est qu'il est chiant. Il est chiant, François Bayrou, c'est ce qu'il veut dire, mais qu'il ne peut pas vraiment dire. Dire aide-moi, est-ce que tu veux faire partie de mon gouvernement, ou au moins est-ce que tu veux m'aider à le faire? Non, mais pourquoi? Moi, tout le monde connaît mon engagement en matière internationale. Le domaine réservé fait que c'est le président de la République. Ça fait 7 ans que le président de la République ne change pas d'avis, et 7 ans qu'il se trompe et qu'il n'a pas marqué un point sur l'échiquier diplomatique international. Moi, je n'ai pas de vocation à servir de tuteur à quelqu'un qui ne veut pas écouter. Vous dites qu'il n'a... J'adore comment il se positionne en mode Macron, c'est vraiment c'est un gamin, quoi. Il sait même pas de quoi il parle quand il parle de politique internationale. Je suis pas là pour lui faire la leçon, c'est pas mon rôle, et j'ai pas envie de faire ça, quoi. Mais c'est marrant comment il se positionne un peu vraiment au-dessus de tout ça, en mode mais de toute façon, même si j'y allais, ça me ferait chier, quoi. J'ai pas envie d'apprendre à Macron ce que c'est la politique internationale. J'aime bien, c'est un petit clash. Ça fait 7 ans que le président ne change pas d'avis en matière internationale. J'ai plutôt l'impression qu'il y a eu des moments où il changeait d'avis et que c'était aussi une partie du problème, non? Oui, c'est-à-dire qu'il est capable de proposer une coalition à Israël contre le Hamas. Parce qu'il est un homme de son temps. Il a compris qu'on pouvait s'exprimer
avec des positions totalement opposées, sur des médias différents et satisfaire des clientèles différentes. Il a introduit le clientélisme diplomatique. Là, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec l'idée de Sarkozy de jamais rester au même endroit pour pas se faire avoir politiquement et devenir une girouette qui peut pas se faire attraper par les autres partis, qui peut pas se faire mettre en échec. Et on voit la limite de cette logique, puisque là, ça fait 7 ans qu'il fait ça et qu'aujourd'hui, il est vraiment dos au mur, quoi. Une notion un peu nouvelle pour moi. Pour moi, la parole de la France, ça vient d'en haut et c'est pas négociable. Lui, il peut dire des choses totalement différentes. Une coalition antiterroriste, taper sur Israël le lendemain, faire un pas vers les Palestiniens le surlendemain, et sans avoir l'impression de se contredire. Mais ça, c'est un génie qui lui est particulier, et souhaitons que ce ne soit pas quelque chose qui fasse trop d'enfants dans la République. Vous franchissez une étape ce soir quand même. Je trouve que Et en mode, c'est vraiment une vision de merde. J'espère que ça va pas se faire. J'espère que les autres vont pas en prendre la graine, quoi. vous n'avez jamais aussi dit de façon claire que la prochaine présidentielle, ça pouvait être une échéance pour vous. Une fois de plus, je ne suis pas dans un raisonnement personnel. Je dis que la prochaine présidentielle, on n'a pas le droit à l'erreur. Ça fait quand même beaucoup de présidentielles qui ne donnent pas aux Français ce qu'ils en attendent. Ils attendent une refondation. Ils attendent que la politique puisse trouver un nouveau sens. Ils attendent que la politique réponde à leurs problèmes. Et ils attendent aussi que la politique réponde aux problèmes de la France. Aujourd'hui, on ne peut plus séparer les problèmes des Français des problèmes de la France. C'est une seule et même chose. Notre pays est en danger d'effondrement et d'effacement. Ça fait quand même beaucoup de défis. Qu'on soit quelques-uns à se retrousser les manches à un moment donné, sans aucune ambition partisane, je dirais même peut-être en dehors des partis, me paraît quelque chose qui, en tout cas aujourd'hui au niveau de la question, a un certain sens. Vos oreilles ont dû siffler récemment, puisque avant de démissionner, Michel Barnier a demandé aux anciens premiers ministres de faire un effort, de restreindre leurs dépenses. Dans un rapport parlementaire, on voit que tous les anciens premiers ministres ont coûté 1 420 300 € l'an dernier, c'est plus 11% en un an. Vous faites partie du trio de tête derrière Bernard Cazeneuve et devant Jean-Pierre Raffarin. L'État a dépensé... Bon, on va s'arrêter là. Après, c'est un peu moins intéressant. On s'en fout un peu. Genre, oui, ça serait bien qu'ils diminuent leur train de vie, mais ça va rien changer fondamentalement. On va juste avancer. Il y a une partie intéressante sur, je crois, Gaza à la fin, il me semble. On va avancer ici. Ouais, là, on revient sur de la politique étrangère. S'occupe à carton des problèmes des Français. C'est ça qu'ils ont en tête, nos compatriotes. Donc oui, c'est normal que la colère apparaisse, c'est normal que la frustration des Français croisse, dans la mesure où ils ont le sentiment que la politique ne répond plus. Et c'est bien ça qu'il faut changer. Et c'est en ça que l'agenda politique doit se recaler sur l'agenda des Français. Dominique de Villepin, il nous reste peu de temps et on avait quand même plein de sujets à évoquer avec vous, des sujets importants internationaux. La chute de Bachar al-Assad en est un. On va regarder cette image, une des images de la semaine qui symbolise la chute de Bachar al-Assad. Le palais présidentiel pillé, saccagé par des Syriens en colère. Quelles leçons tirer de la chute du régime? Il y a les images du passé forcément qui ressurgissent. Quand Nicolas Sarkozy avait reçu le dictateur syrien en invité d'honneur lors du défilé du 14 juillet 2008, alors que Bachar al-Assad était tenu responsable de l'assassinat de Rafik Hariri, vous étiez vous-même allé en Syrie bien avant, c'était en 2003, puisque vous avez toujours prôné le dialogue avec Bachar al-Assad, y compris après le début de la guerre contre son peuple, l'utilisation du gaz sarin. Est-ce que cet épisode syrien a montré les limites de la démocratie? Le régime syrien est tombé, une dictature est tombée, et les Occidentaux n'y sont pour rien. Je comprends pas trop sa question, mais... Je ne suis pas sûr que la question se pose dans ces termes. Voilà. Merci Dominique. Toi non plus, t'es pas d'accord. Que l'on cherche à établir des canaux de communication ou de dialogue avec tous les États, c'est la moindre des choses. Ne pas pouvoir leur parler, c'est refuser d'agir sur les crises qui existent dans ces régions. Et ça, ça me paraît logique en tant qu'État. Tu peux pas te dire on va arrêter de discuter avec la Russie parce qu'ils ont envahi l'Ukraine. Justement, parce qu'ils ont envahi l'Ukraine, il faut surtout discuter avec eux pour essayer de comprendre ce qu'on peut faire pour arrêter cette guerre. Parce que eux, ils sont rentrés dans une logique de guerre, Ukraine et Russie. Donc pour les aider à se mettre autour de la table et à discuter, il faut des gens qui s'investissent là-dedans, des personnes tiers. Sauf que nous, on est en mode non, on parle plus à la Russie. Parce que Poutine, il est trop méchant. Et oui, c'est un enfoiré, Poutine. Il faut quand même discuter avec lui si on veut trouver
une solution à ce problème en fait. Parce que c'est pas... là, ils sont dans un rapport de force, de qui va mettre le plus cher à l'autre pour qui va récupérer tel territoire. Mais ce qu'il faut, c'est ça se résout pas par une guerre, ça se résout par des discussions et des négociations. Donc si on se coupe des canaux de communication avec les différents acteurs des conflits, on peut pas participer à résoudre ces conflits. C'est logique, c'est aussi simple que ça. Et c'est donc se priver de capacité à influer et à peser sur les choses. Aucun autre grand État ne se prive de ces possibilités. Dérouler le tapis rouge, recevoir pour un 14 juillet, ça c'est autre chose. C'est une symbolique qui me paraît totalement déplacée. Ce que Nicolas Sarkozy avait fait. Absolument. Et avec d'autres. On se rappelle du colonel Kadhafi, reçu en grand aéropage. Oui, Kadhafi qui avait campé à l'Elysée, ouais. On se souvient, ouais. Tout ça pour qu'il l'assassine quelques années après, quoi. Non mais ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse différence, oui. Ou genre Macron qui reçoit Isaac Herzog, le président israélien. Alors que dans le même temps, ils essaient pas de discuter avec le Hamas. Il y a vraiment des questions qui se posent sur la diplomatie. C'est pas logique du tout. C'est pas notre rôle de dire tel ou tel truc est bien ou pas. Il faut discuter avec tout le monde pour essayer de trouver des solutions, parce qu'en attendant, il y a des gens qui crèvent, quoi. À Paris. Donc ça, c'est une chose. Donner comme cela des signes de reconnaissance symbolique. Enfin, attention, quand je dis c'est pas notre rôle de dire c'est bien ou c'est mal, ça veut pas dire qu'il faut pas avoir une analyse politique et critique de la politique de tel État. On doit avoir une analyse critique sur le Hamas autant que sur le gouvernement israélien. Et sur même l'État israélien, etc. Il faut avoir une vraie analyse critique pour justement avoir des bons outils pour régler le problème. Par exemple, comment vous voulez régler le problème de la Palestine et d'Israël si vous prenez pas en question si vous prenez pas en compte la question de la colonisation israélienne. La diplomatie française aujourd'hui reconnaît à demi-mot la colonisation. Des fois elle va dire que c'est un problème, des fois elle va le soutenir. Il n'y a pas de cohérence là-dessus, et donc comment on peut influer sur la diplomatie, sur les discussions entre les différentes parties, puisque un coup on va être d'accord avec Israël, un coup on va être d'accord avec les Palestiniens. Il y a un vrai problème, il n'y a pas de cohérence. On peut pas, c'est même compliqué de combattre ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de cohérence, donc c'est comme essayer d'attraper un fantôme, quoi. Une erreur. Par contre, travailler sur l'ensemble de ces dossiers, essayer de les faire avancer, c'est essentiel. C'est d'autant plus essentiel aujourd'hui que nous voyons bien que c'est tout le Moyen-Orient qui est en voie de recomposition, avec à la fois de bonnes nouvelles, l'affaiblissement de l'axe Iran-Russie, l'affaiblissement de l'axe dit de la résistance. Ce sont des bonnes choses. La question, c'est jusqu'où on va tirer son avantage. On peut penser aujourd'hui que Benjamin Netanyahou a envie, lui, de terminer le travail, d'aller jusqu'au bout dans une logique sécuritaire. Ce que je dis et ce que je redis, fort de l'expérience qui est la mienne, c'est que la diplomatie inclut toujours la nécessité de maintenir un équilibre entre les puissances, de ne pas croire que la sécurité peut être satisfaite uniquement par les moyens militaires et qu'à un moment donné, il faut faire de la politique. Et donc, réintroduire dans le jeu moyen-oriental de la politique. On a la chance d'avoir l'Arabie saoudite aujourd'hui comme facteur d'équilibre. On a la Turquie qui a un poids particulier, singulier avec ses nouveaux représentants de la Syrie libre. Eh bien, utilisons ces états pivots, utilisons ces atouts et n'oublions pas l'horizon de cette région. Plus de justice, ça passe par la reconnaissance d'un État palestinien et plus de développement. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est ça se traduit vraiment là dans son propos, c'est le discours que je vous tenais tout à l'heure sur il faut une justice, par exemple au Moyen-Orient, pour les Palestiniens, pour les Syriens, etc. Parce que déjà, c'est la juste chose à faire moralement, et de plus, ça sert nos intérêts en tant qu'État. Là où peut-être que la gauche n'a pas cette vision à long terme sur l'intérêt de l'État, ou alors n'est pas d'accord sur qu'est-ce qu'on entend par influencer la région. Par exemple, si on prend le cas du Liban, si on prend la position de LFI, etc.,
Il y aurait vraiment cette idée de, ok, on maintient des liens étroits avec le Liban, peu importe qui est au pouvoir, peu importe qui est la situation politique, parce que historiquement c'est un pays allié, parce qu'on a des intérêts, parce qu'on a une grande diaspora libanaise, parce que le Liban c'est un endroit aussi important au Moyen-Orient, etc. Mais pas parce qu'on va avoir des intérêts économiques ou quoi. Pas forcément cette logique-là. Là où la droite va moins faire attention à ces questions-là, et plus sur l'aspect économique. Puisque cette région elle est balkanisée, avec des États faillis, avec des peuples souffrants, il faut leur redonner une chance et un horizon. Donc rien ne serait pire que de Donald Trump arrivant en soutien de Benjamin Netanyahou pour n'avoir qu'une seule politique sécuritaire qui maintiendrait cette région dans un cycle de violence. On sait tous qu'on ne gagne pas la guerre contre le terrorisme seulement avec des armes. On se souvient qu'après l'intervention des Américains en 2003, il y a certes la chute de Saddam Hussein, mais derrière, il y a l'État islamique. Et on entend ces derniers jours François Hollande expliquer partout qu'en 2013, si Barack Obama ne l'avait pas lâché, en fait, grâce à l'intervention de la France, le régime de Bachar el-Assad serait tombé et qu'évidemment, il n'y aurait pas eu d'État islamique et qu'il n'y aurait pas eu de terrorisme. C'est la même faute, si je puis dire, qu'il a commise au Sahel. C'est à chaque fois cette idée qu'il y a une baguette magique et que cette baguette magique, c'est l'outil militaire. Et si, non. Il est possible que si on était intervenu, on aurait eu un peu plus de chaos dans cette région. De la même façon qu'on ne sait pas aujourd'hui comment va se faire cette transition politique en Syrie. Vous craignez que le terrorisme s'installe? Vous craignez que les Kurdes soient écrasés? Vous craignez un éclatement de la Syrie? Mais aujourd'hui, des djihadistes internationaux devenus des djihadistes territorialisés, certes, ça fait un peu moins peur parce qu'on se dit qu'il y a un peu moins de risques pour nous en Europe et ailleurs. Puis on nous dit qu'ils mettent des costumes, donc c'est tellement mieux. Bon, ça ne change pas la nature profonde. Je comprends pas son intervention là, à Natacha Polony. En plus, ils mettent des costumes. Je comprends pas ça. De leur idéologie, en particulier de leur idéologie islamiste. Et donc on peut penser qu'il faudra être extrêmement prudent, avançons à pas compter, utilisons les ressources de la communauté internationale, de l'ONU, agissons dans le concert régional et dans le concert international pour essayer d'introduire de la stabilité et fixer un cap sans nous ingérer dans ce jeu-là. Et une fois de plus, nous avons deux États qui ont des moyens d'action importants, financiers et politiques, l'Arabie Saoudite, la Turquie. Emmanuel Macron était la semaine dernière en Arabie Saoudite. Oui, pour quel résultat? Annoncer une conférence en 2025 Oui, en juin palestiniens. 2025. Alors, il a certainement bien servi l'économie française et les entreprises françaises. Sur le plan diplomatique, on a rarement fait à ce point dans l'incompréhension des situations et des circonstances. C'est marrant. C'est marrant comment il explique à la fin. Oui, il a sûrement bien aidé. Il a sûrement bien aidé les entreprises françaises en allant en Arabie Saoudite, mais sûrement pas la diplomatie. Bon bah voilà, c'était une petite interview de Dominique de Villepin. J'espère que ça vous aide à y voir un peu plus clair sur sa logique politique, son idéologie politique, et un peu à mieux le situer sur l'échiquier. Voilà, bah on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Dans le computer, all eyes on me, dans la turf. J'ai une mèche blonde comme G-Turf. Yves Saint Laurent, c'est de la dirt.